Bien, mesdames, messieurs, bonjour. L'heure est venue de démarrer ces rencontres entreprises et territoires 12e du nom. Ils ont débuté pour la première fois en 2004, sont organisés chaque année par les étudiants du master Administration internationale de projets territoriaux et leur association. Le sujet est formidable, nous le pensons. Votre présence et celle des autres personnes, il y a 170 inscrits, l'attestent. Entre ruralité et métropole, les villes moyennes au cœur de toutes les convergences. Je vais être assez brève, je ne vais pas effectivement rappeler l'antériorité de notre partenariat sur des sujets importants, comme l'a rappelé M. Abadi, pour nous à la Caisse des dépôts, qui sont les enjeux du développement territorial. On a balayé déjà beaucoup de sujets ensemble, et cette année, on est en effet sur un thème qui est au cœur de la réflexion que nous proposons d'approfondir sur le plan académique, qui est la question des liens de développement économique entre métropole et autres éléments du territoire qui sont les villes moyennes ou des territoires plus périphériques. Et donc ce sujet, nous le traitons de diverses manières, aussi bien par un colloque comme aujourd'hui, donc sous forme de partenariat, ou au travers de sujets de recherche que nous conduisons, donc à la fois en lien avec les directions opérationnelles de la Caisse des dépôts, comme la direction du réseau et des territoires, qui gère le réseau des directions régionales de la Caisse des dépôts, ou des partenaires extérieurs, donc bien sûr aujourd'hui Ville-de-France, mais aussi l'Assemblée des communautés de France, ou d'autres partenaires institutionnels comme le PUCA ou France Stratégie ou le CGET, donc sur ces sujets de développement territorial. C'est pour nous un colloque qui est important, c'est la 12e édition de ces rencontres entreprises et territoires. C'est important, cette récurrence, cette répétition qui montre la solidité de l'événement, mais c'est aussi important parce que cela matérialise notre partenariat fécond avec la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons une collaboration étroite avec la Caisse depuis de nombreuses années. Nous avons notamment fait ensemble le schéma directeur immobilier et l'aménagement de l'université, et nous continuons à travailler ensemble, notamment sur la réflexion en matière de financement de nos futurs projets immobiliers universitaires. Alors c'est un moment important aussi parce que, comme l'a rappelé Didier Giard, qui organise tous les ans avec grande efficacité cet événement, c'est un moment fort de rencontre entre les étudiants, des universitaires, des experts et des professionnels de l'entreprise et de l'expertise autour de sujets intéressants, le développement et l'aménagement des territoires, qui constituent le cœur de leur domaine d'études au sein du Master Management international de projets territoriaux. Et donc c'est une forme de travail, une forme d'échange tout à fait utile pour les étudiants, mais aussi pour la collectivité, puisque cela permet d'aborder à chaque fois des sujets d'actualité. Cette première table ronde est l'occasion de présenter le nouveau paysage territorial français, afin de mieux appréhender la réalité de ce groupe très diversifié des villes moyennes avec leurs forces et leurs faiblesses. La géographie française est elle-même si particulière, à la fois pays du Nord et pays du Sud, pays de langue d'Oï et pays de langue d'Oc. Elle constitue la proue du continent européen face à l'infini de l'océan. Elle est-elle un bras de soutien indispensable qui maintiendrait l'Europe dans l'immensité du continent eurasien. De Biarritz à Strasbourg, de Brest à Nice, de Dunkerque à Perpignan, la France est singulière et multiple. C'est son génie de s'être unifié. Alors ce sujet des villes moyennes est effectivement un sujet d'actualité, mais c'est un sujet d'actualité un peu en creux parce que la réforme territoriale, la question des métropoles, nous amène aujourd'hui à repenser à nouveau la question du territoire sous l'angle des grands ensembles, les grandes villes, les grandes régions, etc. Or, les villes moyennes sont finalement en quelque sorte consubstantielles à l'organisation urbaine de la France depuis de nombreux siècles. Les villes moyennes et la France, c'est une longue histoire. Si on se situe sur le temps long, les villes moyennes d'aujourd'hui ont toujours été des villes actives, importantes dans l'organisation du territoire. On pense
aux bonnes villes de l'Ancien Régime, on pense aux villes-préfectures telles qu'elles ont été mises en place à partir de la Révolution française. Et donc, sur le temps long, ces villes ont toujours joué un rôle extrêmement important dans l'organisation du territoire. Si on se situe sur un pas de temps un petit peu plus court, le bilan des villes moyennes est aussi plutôt globalement positif. Depuis le début des années 60, c'est une croissance de l'ordre de 35% en termes démographiques, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la croissance de l'aire urbaine de Paris. Alors voilà, ces questions relatives aux villes moyennes sur le temps long, elles nous inciteraient plutôt à l'optimisme, mais évidemment, regarder sur le temps long doit aussi nous interroger sur d'éventuelles ruptures qui seraient en train de se produire, d'éventuels risques qui surviendraient du fait d'évolutions politiques, sociales, économiques plus récentes qui pourraient éventuellement présenter une menace pour les villes moyennes. Les communes, il faut savoir, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est issu des paroisses. Ça a été mis en place, c'était le temps qu'il fallait à quelqu'un pour aller un dimanche matin à l'église et revenir chez lui assez vite. Donc c'est cette partition assez étonnante, assez inégale. Vous avez le blanc des Landes, le blanc de la Sologne, le blanc du département de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Mais vous avez des gros pleins autour de certaines vallées. J'adore cette carte parce qu'elle montre bien la diversification. La France n'est pas la même chose, ça a été dit tout à l'heure. Ça n'est pas pareil dans le nord, en Alsace, en région PACA et dans le sud-ouest. C'est des mondes totalement différents et ça c'est très important. C'est quoi une métropole? Parce que dans les travaux que je mène, moi je conteste certains discours, certaines analyses, mais à chaque fois je rappelle, attention, je ne suis pas en train de dire que le fait urbain n'existe pas, qu'on n'a pas de la concentration de personnes dans, etc. Tout dépend de ce qu'on met derrière les termes. Ville moyenne, ça peut être défini statistiquement, de plein de façons différentes, etc. Métropole aussi. Sur le terme métropole, peut-être c'est là-dessus que je souhaite insister, il y a un gap entre dire, on s'aperçoit que les dynamiques socio-économiques conduisent à la concentration des populations d'une certaine forme d'activité dans des entités territoriales qu'on va appeler des villes, et puis dire, le développement économique de la France doit passer par la concentration massive de l'activité dans 4, 5 ou 6 grosses agglomérations qu'on va appeler des métropoles. Et moi, ce que je conteste, c'est plus ça. Le débat institutionnel ne doit pas cacher les débats de fond. Le débat de fond, c'est celui, à mon sens, que vous avez inscrit comme thème de vos réflexions, qui consiste à se dire quels sont les nouveaux points d'équilibre qu'il faut trouver. Nous sommes un pays de tradition rurale, culturelle, et en même temps, nous participons de ce mouvement mondial de métropolisation. Alors, compliqué, puisque la France des 36 000 communes, symbole de la ruralité, doit aussi se faire à la France des métropoles, qui forcément seront d'un nombre beaucoup plus restreint. Et comment arriver à recomposer l'équilibre entre les deux? La France a une géographie qui la place dans une situation très privilégiée en Europe. Elle a un grand territoire. Dans cette grande géographie, il y a beaucoup de solidarité humaine. La France est un pays qui s'honore d'être républicain et démocrate, et malgré tout, la démocratie et la proximité sont indissolublement liées. Et la France a une troisième propriété qui est d'avoir une difficulté existentielle de gouvernance. La gouvernance, ce sont deux choses, et en France, on en privilégie une. Ce sont des acteurs et ce sont des institutions. Et la France est malade de la décentralisation. Aujourd'hui, on a une très grande difficulté sur l'aménagement du territoire à ne pas raisonner de façon monarchique avec une espèce de hiérarchie fonction de la démographie et de la localisation des institutions. Alors, la question de la gouvernance, dans ce contexte-là, elle est effectivement extrêmement préoccupante. Est-ce que nous sommes gouvernés parce qu'il y a des institutions et que ces institutions sont plus ou moins intellectuellement hiérarchisées entre elles, ou est-ce que nous sommes gouvernés parce que des acteurs décident de partager une vision et de partager des projets ?
De ce point de vue-là, le littoral est, mais ce n'est pas le seul, je le connais bien donc je parlerai de lui, mais il a un petit privilège à partager qui est celui des territoires de ce mot barbare dont Antoine Ruffnac disait que c'était un vrai remède contre l'amour, qui est la gestion intégrée de la zone côtière. On veut dire par là que les gens se mettent ensemble pour essayer de définir des solutions à leurs problèmes qui n'en créent pas aux autres acteurs. C'est-à-dire qu'ils essayent de partager une vision sur leur territoire, ses enjeux, ses contraintes et ses projets, et ils essayent en même temps que chacun traite ce qu'il a à traiter dans cette vision globale. C'est-à-dire que ce n'est pas une bataille de pouvoir, c'est un partage de vision. Chacun reste sur ce qu'il a à faire, mais il sait comment les autres acteurs vont réagir. L'approche territoriale mériterait à se construire non pas autour des régions, des départements, de toutes ces frontières extrêmement compliquées à bouger, mais autour de ces deux échelles, la métropole, vecteur de connexion pour les politiques de développement, la ville moyenne, vecteur de politique publique, vecteur de connexion à tout ce qui participe à l'offre de services publics. La France est une puissance maritime et est fortement marquée par son littoral. De la mer du Nord à la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée, on compte environ 5500 km de côte, la Bretagne étant la partie la plus importante. N'oublions pas les 1180 km de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, sans compter les autres territoires ultramarins. Sur le littoral métropolitain, ce ne sont pas moins de 883 communes maritimes installées en bord de mer, 87 communes situées dans des estuaires et deltas et 1179 faisant partie de l'arrière-pays littoral. L'ensemble représente plus de 6 millions de résidents pour 13 millions de personnes en été, ceci sur seulement 4% du territoire. Le littoral, comment le qualifier par rapport aux villes moyennes ? On peut dire que c'est une gigantesque agglomération qui va en gros de la frontière belge à la frontière italienne en passant par d'autres frontières depuis Biarritz jusqu'à Nice. Si on dit ça, c'est pas faux parce que le littoral, c'est le littoral de l'Europe. L'été, c'est manifestement une énorme agglomération linéaire, un peu avec la théorie des fractales un peu diversifiée, mais c'est en effet une seule agglomération. Et en même temps, le littoral, est-ce qu'il est seulement riverain de nos côtes ? Donc la définition du littoral, c'est à la fois une extension du territoire, une extension, je n'ai parlé que de celle vers la mer. Je voudrais rappeler qu'en 2000, il y a eu une loi sur l'urbanisme qui a étendu le littoral jusqu'à 15 km en arrière à propos des schémas de cohérence territoriale. Le littoral, c'est quelque chose d'élastique. Bien sûr, la mer, sur la plupart des côtes, la Méditerranée, c'est tout petit, mais ça se couvre et ça se découvre. Donc c'est déjà élastique côté mer, si je puis dire. Mais côté terre, le littoral s'agrandit au fur et à mesure qu'il se développe et que c'est un aspirateur démographique. Donc, le littoral, est-ce que c'est une seule ville ? Est-ce que c'est une multitude de villes moyennes ? C'est de toute façon, ce sont des villes en mouvement. Ce sont des villes qui s'occupent de leur environnement. Elles y sont obligées puisque ce sont des villes d'échange. Aujourd'hui, le plus grand port de France, c'est Rotterdam, malheureusement, alors qu'on a une surface maritime extraordinaire, et que l'interland des grands ports maritimes n'a pas été traité, n'a pas été suivi, n'a pas été aménagé, alors même que la mondialisation génère ce phénomène de la massification, de la containerisation, de ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Aujourd'hui, les produits ne sont plus made in France, mais ils sont made in monde. Il y a toute une série, toute une littérature là-dessus. Et que donc un territoire rentre dans la mondialisation si elle est dans la zone d'influence d'un grand port maritime, si elle est dans l'interland d'un grand port maritime. Parce que les chaînes de valeur, le produit est fait dans 5-6 pays, et donc il faut que nos territoires soient connectés. Et vous savez qu'on fait maintenant des porte-containers de 18 000 et même de 21 000 containers, et donc on rabaisse le coût de transport qui devient extrêmement marginal, et on stimule comme ça la circulation des produits dans le monde, et donc les ports deviennent de plus en plus stratégiques, et pour autant, de mon point de vue, ne sont pas assez pris en compte dans cette structuration du territoire, dans la mondialisation. Le débat politique est en train de passer à côté, finalement,
d'un phénomène incroyable qui est celui de la mondialisation et dans lequel notre pays, la France, par justement ses avantages comparatifs à quelque chose d'extraordinaire à jouer. Et ça m'a amené à m'intéresser justement au territoire, en disant le point de départ d'une offre, le point de départ de tout ça, c'est cette fertilisation que l'on doit davantage développer des territoires. Et vous le citiez à plusieurs reprises, je n'ai pas eu la chance d'être là toute la journée, mais chaque ville moyenne, chaque territoire, peut-être même chaque village, a des avantages comparatifs atypiques, singuliers, intéressants à promouvoir et à développer. L'aménagement du territoire, la fertilisation des territoires est sans doute un des plus beaux sujets politiques et un des points de départ d'un renouveau, d'un travail politique sur la manière d'opérer une offre, d'opérer un projet politique dans la mondialisation. Et de dire, en fin de compte, ce projet politique il passe par une réorganisation territoriale, une réorganisation de l'État, une meilleure articulation des deux, un bon câblage de l'ensemble, et pourrait être le point de départ d'une politique d'aménagement, d'une politique fiscale, d'une politique sociale, d'une politique de promotion finalement de nos atouts dans un monde qui offre des perspectives de débouchés assez intéressantes. Ce vers quoi on se dirige, c'est la fin de l'égalité des territoires, même si c'est une appellation qui reste. Les territoires ne sont pas égaux, ils sont différents. Ils le seront de plus en plus, puisque aujourd'hui, l'organisation administrative issue de la Révolution française, d'égalité des territoires et d'égalité de taille des territoires est terminée, elle est morte, puisque vous avez par exemple une collectivité, la seule métropole qui est aujourd'hui une collectivité, Lyon, a absorbé les compétences du département, ce qui fait que vous avez et vous aurez de plus en plus des territoires et des villes et des intercommunalités qui auront des organisations administratives totalement différentes les unes des autres, et qui auront, celles qui tireront le mieux leur épingle du jeu, seront celles qui auront justement su tirer parti de leur spécificité locale pour mettre intelligemment en relation. Johanna Roland, par exemple, qui est la présidente de Nantes Métropole, explique que d'abord que la période des grands élus notables et administrateurs est terminée, et qu'elle se voit plus dans un rôle d'animation du territoire, c'est-à-dire de mise en relation de la recherche publique et privée, des entreprises, des grands groupes, des PME, des acteurs aussi voire associatifs, pour faire en sorte que, de manière spécifique au territoire et intelligente, tout ce monde-là travaille ensemble dans l'intérêt général. L'attractivité, il faut attirer pour se sauver. Alors attirer les entreprises, il faut attirer les investissements directs étrangers, il faut attirer les entreprises dans les zones d'activité. On a créé des zones d'activité partout en France, qui ont beaucoup de mal à se remplir. Et puis aussi attirer les créatifs, donc là aussi c'est haute formule magique, voilà, donc il faut attirer les créatifs pour s'en sortir. Là aussi il y a des études qui montrent, alors toujours sur un autre travail, toujours les sociologues toulousains, l'équipe de Michel Grossetti, qui a interrogé des créatifs d'une quinzaine de villes en Europe, donc sur la France c'était Toulouse, le terrain, il y a eu Milan en Italie, etc., en leur demandant pourquoi vous êtes là. Et en fait, le premier motif, pourquoi vous habitez là, pourquoi vous travaillez là en tant que créatif. Premier motif, parce que en fait, soit je suis né ici, soit parce que j'ai ma famille ici, soit parce que j'ai mes amis ici. Donc c'est de la construction très très sociologique. Deuxième motif, c'est parce que c'est là que j'ai trouvé un job. Et donc, parce que derrière le discours créatif, il y a toute la littérature aussi initialement développée par Florida, sur les créatifs, c'est le moteur de l'innovation. Il faut les attirer. Qu'est-ce qui les attire? Les aménités, les ambiances gay, lesbian friendly, des choses comme ça. En fait, quand on interroge les créatifs, on s'aperçoit que c'est pas ça qui les fait bouger dans l'espace, c'est le lien social, des choses comme ça. Quels sont donc les enjeux de la mise en réseau pour les villes moyennes? Tout d'abord, d'établir une coopération entre des villes qui possèdent les mêmes enjeux.
Ensuite, du fait de ce statut pivot entre ruralité et grande ville, les villes moyennes pourraient devenir des laboratoires de métropole. Et enfin, pour réaffirmer une place en France des villes moyennes. Il y a une autre problématique aussi, dès qu'on travaille sur les territoires, c'est de faire un peu comme si c'était des entités, des organisations en concurrence les unes avec les autres. Ça aussi, ça. Et même quand on fait des stats, quand on fait des statistiques sur les territoires, on les compare les uns aux autres, lequel est plus performant qu'eux, etc. Et on rate totalement toutes les interdépendances, c'est évident. Et puis le fait que, enfin je sais pas, moi j'ai un Poitou-Charentes, le territoire du Cognac-Sey, il est dans plein d'interdépendances, Poitiers aussi, enfin. Et il faut sortir. Il faut sortir de ça, je crois, est-ce qu'il faut arriver à décrypter, vous l'avez bien fait à plusieurs reprises par des illustrations, c'est arriver à capturer, à analyser ces systèmes d'interdépendance, voir où un territoire se situe dans ce système d'interdépendance et puis quelles questions se posent pour son développement. Le territoire, c'est un ensemble de réseaux aujourd'hui, et on a affaire aujourd'hui en termes de politique publique à cette dialectique entre mener des politiques publiques, je dirais pas simplement d'administration, mais de développement économique, de développement des services, d'amélioration du cadre de vie d'un côté, et puis une fluidité permanente des stratégies des entreprises et des habitants qui butinent le territoire selon leurs avantages comparatifs finalement, et à un certain moment de l'année. On a parlé des villes touristiques qui se multiplient par 10, donc la question du temps des réseaux de pratique du territoire est aussi importante que la question des formes territoriales de ces pratiques. Donc face à cette espèce de deuxième couche, qui est une nébuleuse territoriale finalement, on a remarqué que cette nébuleuse territoriale de mobilité des entreprises comme des populations se sédimente sur des plaques, et moins des pôles urbains que des plaques. On est un peu obsédé par la question de l'armature urbaine en France, les métropoles, etc. On a un peu un discours unique. Mais finalement, on se rend compte que le territoire se constitue de plus en plus en plaques tectoniques très larges, très grandes. Hermé Lebras a très bien mis ça en valeur avec sa analyse anthropologique du territoire. Le Grand Sud-Ouest, le Grand Sud, le Nord, qui est tout à fait particulier aussi, les façades atlantiques du Grand Ouest, bon voilà, des espèces de plaques qu'on voit parfaitement transparaître dans les évolutions des densités. Et là, dans ces plaques, plus de pôles, plus de villes moyennes, plus d'espace rural, plus de métropoles, voilà, une espèce de plaque, qui connaissent d'ailleurs des avenirs, des évolutions socio-économiques communes, ou positives ou négatives. Donc là, l'aspect, si vous voulez, régional, l'aspect de détermination régionale d'appartenance des villes moyennes de l'espace rural comme des métropoles est tout à fait important. Donc il faudrait, il me semble, sortir d'une logique hiérarchique, catégorisante des villes selon leur taille, mais rentrer beaucoup plus dans la logique des systèmes territoriaux et mener des stratégies politiques publiques ou des stratégies de collectivités locales basées sur des systèmes qui mettent dans une même collaboration, pour être efficace et concret, les villes moyennes, les espaces ruraux et les métropoles. Pourquoi les villes moyennes? Parce que ce sont des locomotives qui fédèrent naturellement une certaine population intramuros, mais qui également rassemblent autour de ces villes toutes les communes rurales. Donc en compréhension, en logistique, en organisation, je pense que les villes moyennes sont le meilleur support possible pour provoquer cette solidarité que nous voulons nationale. Il y a déjà un ancien président qui parlait de fracture, mais ce sont les villes moyennes qui permettent d'éviter l'aggravation de ces fractures, voire de les combler en fonction naturellement des missions qui sont les leurs. Quand je travaille sur un autre point qui est celui de la consommation et de la circulation des richesses, là, cette fois-ci, je me rends compte que les villes moyennes, c'est peut-être même le seul domaine où j'ai rencontré ça, font mieux que les grandes villes et les petites villes. Alors j'explique. Donc là, dans d'autres travaux, j'ai essayé de calculer, j'ai calculé la propension à consommer localement, c'est-à-dire j'ai essayé de voir la capacité des territoires à transformer les richesses qu'ils captent à l'extérieur en richesses locales. C'est-à-dire on a su calculer les richesses captées à l'extérieur, l'enjeu c'est de savoir sur toutes ces richesses captées combien reste et combien profite à la population et puis combien repartent. Donc dans cette capacité à capter des richesses à l'extérieur, évidemment, si l'on ne tient pas compte des effets de taille et de périmètre,
Les grandes villes font mieux que les moyennes et que les petites villes parce qu'il y a un effet d'échelle. Là, voilà, il y a plus de consommation et de circulation de richesse, ne serait-ce que par le périmètre choisi. Mais si on annule cet effet justement périmètre, cette fois-ci, ce qui ressortait de mes travaux et ces choses qui sont publiées en ligne, donc facilement accessibles, c'est justement cet avantage finalement des villes moyennes en termes de consommation. J'ai qualifié les villes moyennes de lieux privilégiés pour la consommation parce que justement j'observais cette circulation des richesses plus intense dans les villes moyennes. Alors ça peut être contre-intuitif dans le sens où ce que l'on dit souvent, enfin une fois j'avais dit ça, on m'a dit oui mais c'est bizarre parce que dans les villes moyennes on dit souvent que les centres-villes se paupérisent, que les commerces ferment, ce sont justement des territoires où il y aurait des problèmes justement liés à cette offre commerciale. Alors ça c'est possible, moi je ne sais pas, peut-être que la consommation se déplace dans des zones commerciales en périphérie, peut-être que c'est pas le cas de toutes les villes moyennes de nouveau, mais en tout cas sur la capacité de ces villes à faire circuler les richesses captées à l'extérieur, elles ont là un avantage, en tout cas un savoir-faire évident. Face à une désindustrialisation liée à la mondialisation croissante et la concurrence de pays émergents, les pays dits industrialisés connaissent une restructuration de l'économie globale, notamment avec le déclin des modèles fordistes de développement industriel, et se tournent alors vers une économie de la connaissance, une économie créative, regroupant des activités telles que l'art et le spectacle, l'édition, la mode, l'architecture. Les villes industrielles souffrent face à cette situation, et parmi elles, les villes moyennes, qui vivaient principalement de leur activité industrielle. Les friches industrielles prolifèrent et le problème de leur avenir se pose. Comment rénover, réhabiliter et reconvertir ce patrimoine en état de veille pour redynamiser cet espace tout en gardant son identité territoriale? Ce que je vais essayer de vous décrire, c'est au fond, non pas une vision d'analyste théorique, parce que je ne suis pas un universitaire, moi je suis un praticien. Je suis auprès des élus pour les aider à réaliser leurs projets. Nous connaissons le monde des entreprises. Et qu'est-ce que nous observons lorsque nous discutons avec l'ensemble de ces acteurs publics, qui certes savent qu'ils sont des villes moyennes, mais ne se vivent pas particulièrement comme cela. Ils sont dans un territoire, et puis voilà tout. En tout cas, dans notre région, peut-être est-ce différent ailleurs, leur politique, leur stratégie ne se détermine pas en opposition avec tel ou tel. Elle se détermine en fonction de leurs points forts et de leurs points faibles, pour faire prospérer le mieux possible leur région. Ensuite, on leur dit qu'ils sont des villes moyennes, et ils en acceptent le verdict, mais ce n'est pas ça qui les détermine. Ce qui les détermine, c'est d'abord, évidemment, de s'appuyer sur leurs points forts. Et leur point fort, à toutes ces villes, c'est un développement endogène qui est très important, qui est très puissant. Nous ne sommes pas dans ces territoires, dans des territoires en crise forte. Nous n'avons pas une crise sociale importante. Et je crois que ça, c'est fondamental, puisque aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est probablement pas la géographie, c'est bien les crises sociales qui se produisent ici ou là. Il se trouve que dans la région centre-Val de Loire, il n'y en a pas. Je ne vois pas très bien, il y a évidemment des difficultés comme partout. Mais enfin, ça n'est pas un territoire marqué comme peuvent l'être d'autres secteurs de notre pays. Donc nous avons un développement endogène important et l'essentiel de la stratégie des acteurs publics est basé sur la confortation de ces points forts-là, de ce développement endogène, comme s'ils avaient la crainte de le perdre, car ils savent que c'est une richesse extrêmement importante. Et que mettent-ils en place pour préserver ce développement qui existe historiquement? Eh bien, ils interviennent dans deux volets principaux. Le premier qui va de soi, qui est le développement économique, et le second, ça a déjà été évoqué, j'y reviendrai un instant, c'est la confortation de la qualité de vie dans les agglomérations concernées, afin de préserver le capital humain et le capital confiance, qui est probablement la richesse la plus précieuse qui existe dans ces agglomérations. Pour prendre en compte, si vous voulez, cette dialectique entre les pratiques territoriales et les volontés politiques, on est parti d'un pari qui est de dire les villes moyennes, c'est objectivement des charnières entre l'espace rural, qui est en mutation, et les espaces métropolisés, je n'ose plus dire les métropoles, qui sont elles-mêmes aussi en mutation. Ce sont des charnières, des lieux de passage, des lieux de transit, des articulations possibles entre ces deux pôles, parce qu'on a toujours un raisonnement assez dual, assez binaire. Donc voilà un enjeu tout à fait important pour l'équilibre et pour l'égalité des territoires.
courte transmission de l'économie de la connaissance, parce que les métropoles, bon, on a beau dire que c'est des pôles de croissance, on n'a jamais vu vraiment les effets territoriaux de ces pôles de croissance finalement. Hein. On dit que c'est des locomotives, mais après, voir les effets sur les wagons, bon. Donc là, charnière entre espace rural et espace métropolisé, en termes territoriaux, et en termes économiques, ce qui est très important, charnière entre l'économie productive et l'économie résidentielle. Parce qu'on est parti d'un constat tout à fait important, c'est de voir que on a un discours sur les polarisations économiques, on a un discours sur la polarisation tout court. Effectivement, économiquement, c'est parfaitement vrai, mais les pratiques des Français vont vers la diffusion, ou exactement l'inverse. Les grandes villes sont de moins en moins attractives, donc, domicile-travail, etc., fait qu'il y a cette espèce de disjonction entre les polarisations économiques construites souvent par les politiques publiques, hein, les presses, les pôles de compète, etc., et les pratiques migratoires quotidiennes ou non quotidiennes des Français, qui, eux, vont vers la diffusion. Donc, voilà, pour essayer d'articuler, si vous voulez, ces deux mouvements, une logique économique et une logique résidentielle, on considère que les villes moyennes sont un laboratoire et un champ d'expérimentation tout à fait important. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours considéré les villes moyennes comme des cadres de vie, un mode de vie à la française, voilà, la ville française par excellence. Hein. Or, elles ont été des villes absolument... les villes du Fordisme. C'est là qu'on y a inventé la figure de l'ouvrière, c'est là qu'on y a inventé les supermarchés, etc., etc. Donc, elles ont eu un rôle économique tout à fait important. Et donc, voilà, cette charnière, en tant qu'on a voulu tester, cette charnière territoriale entre espace rural. Les villes moyennes doivent miser sur certains de leurs atouts, leur qualité de vie, sur des politiques sociales, environnementales et économiques, qui sont fortement demandées par la population. Le but étant de se distinguer et de se revitaliser. La superficie moins importante dans les villes moyennes que dans les métropoles facilite les rencontres entre les individus. Et cela dynamise l'implication de la population dans leur ville. Prenons le cas de Morson-sur-Orge. Les habitants des quartiers élaborent collectivement le budget annuel grâce au principe de démocratie participative. Ce type de démocratie pourrait devenir à terme un outil d'attractivité du territoire. Si on lit le destin des métropoles et de ces villes dites moyennes, on va déjà sans doute pouvoir gérer les territoires qui sont géographiquement passés entre les deux, mais on va aussi faire que la capacité de rebond au-delà de ces territoires soit plus forte. Donc pour faire clair, je pense qu'il faut considérer que cette équité, cette égalité territoriale doit reposer sur des pouvoirs locaux revus, réorganisés, c'est l'intercommunalité décidée par les élus, et ce maillage territorial doit reposer sur des solidarités, sur la base d'une meilleure offre sur l'ensemble des territoires des services publics. Et c'est ça le début de l'intercommunalité. Contrairement à ce que j'ai lu, je suis un haut fonctionnaire, dans certains des écrits de certains d'autres collègues, ça n'a pas été de faire des économies. Ça a été d'abord et avant tout d'assurer cette égalité territoriale. Quelle réponse peut-on apporter par rapport à cette diagonale aride qui a été présentée? Quelles sont les propositions qu'on peut faire? Et soutenu par l'Assemblée des départements de France, nous avons été chargés d'une mission dans laquelle, au jour d'aujourd'hui, il y a 40 départements, toutes sensibilités politiques confondues, parce qu'on se trouve dans cette diagonale aride et peut-être un peu au-delà, qui représente 25 millions d'habitants sur 65 millions et 2/3 du territoire. Donc ça veut dire que nous avons toute notre place dans cette démarche. Nous ne nous posons pas en opposition par rapport au Grand Paris, ça serait stupide. Nous ne nous posons pas en opposition par rapport aux métropoles, ça serait aussi stupide. Nous nous posons en complémentarité de ces territoires. Je n'ai entendu que des dynamismes. Il y a une algèbre très étrange dans notre pays, où dès que vous bougez, vous voyez des gens extrêmement dynamiques, et la somme de ces dynamiques donne une dépression nationale. Alors j'ai fait un peu de mathématiques, mais j'ai jamais vu ce genre de billevesée. C'est très particulier. Ce que j'ai vu, moi, dans les Tours de France, c'était absolument passionnant.
quand vous veniez et vous étiez pris par le temps, c'était formidable de voir tout ce que le nombre d'actions qui étaient menées partout. Et comme disait le doyen, c'était dans tous les domaines, de diversité, et de, comme on dit, de résilience, et d'invention, et partout et là. Et donc, vous avez fait en une journée quand même un portrait de la France extrêmement réconfortant. Simplement, il y a la question qui est la question de l'équilibre de la France. Et je reprends ce qui a été dit sur la pensée magique. Je n'entends depuis quelque temps qu'une seule référence, Singapour. La France serait une somme de Singapour. Et on fait quoi au milieu? Qu'est-ce qu'on fait au milieu? Au milieu, c'est quand même, on l'a rappelé ce matin, 25 millions de personnes. Et on s'étonne après qu'il y en a qui se sentent délaissés, qui expriment, à leur manière, la façon d'être délaissés. Donc cette question est absolument clé. Et alors la question est posée en termes de nom, puisque si on nomme mal, comme c'est Camus, on l'a dit plusieurs fois ce matin, on ajoute à la détresse du monde, mais la ville moyenne, c'est pas exaltant d'être... Où est-ce que vous habitez? J'habite une ville moyenne. Parce qu'une métropole, c'est sexy, le village, c'est bon aussi, ça marche, mais ville moyenne, c'est pas formidable d'être moyen. Vous voyez, si on est 1m73, on est moyen. Mais toute ma vie, je me suis dit, je vais tout faire pour être autre chose que moyen. Donc on a trouvé un autre nom pour moyen. D'autant plus que la logique du monde aujourd'hui, à la fois dans les sociétés et dans les pays, c'est que le moyen est raboté. C'est-à-dire qu'on a une toute petite portion qui devient riche, et par en dessous, c'est raboté en étant de plus en plus menacé, de plus en plus précaire, etc. Donc il y a une sorte de drame du moyen. Alors c'est le moyen, évidemment. Le moyen, c'est le moyeu. C'est l'équilibre. C'est ce qui donne une certaine stabilité à une société. Dans l'organisation structurelle de la France, je pense pouvoir dire que les villes moyennes, avec naturellement leur rayonnement, puisque qui dit intercommunalité pilotée par des villes moyennes, généralement une intercommunalité rayonne entre 20 et 30 km, c'est énorme, mais dans ces diamètres de 50 à 60 km, vous arrivez à fédérer les communes rurales. Donc c'est, selon moi, le meilleur socle possible pour initier sur le terrain l'aménagement du territoire sur la base de compétences qui sont partagées. Ce sont aussi ces intercommunalités qui généralement vont de 20 000 à quelques 70 000, voire 100 000 habitants, qu'on arrive à parler aux Français sur la base d'un langage connu, puisque souvent ces intercommunalités reposent sur des mêmes bassins d'emploi, reposent sur des mêmes bassins économiques. Donc ces Français parlent le même langage, et quant à installer ou à imposer un périmètre qui n'a plus de rapport avec les bassins de vie, on se coupe de nos racines. Un grand merci une fois de plus à ceux qui ont soutenu la réalisation de ce colloque. L'Institut CDC pour la Recherche, Ville de France, le Conseil général du Val-de-Marne, Suez Environnement Hauts-de-France, Énergie de la mer et bien sûr l'Université Paris-Créteil et la Faculté d'Administration et Échanges internationaux. Nous tenons particulièrement à remercier tous les intervenants professionnels et les experts pour leur intervention de qualité. Nous remercions également tous nos camarades de l'AIPT pour les présentations qui sont le fruit de plusieurs mois de travail.